La température torride de l'hélium en train de brûler provoque le gonflement des couches extérieures de l'étoile. À ce moment-là, l'atmosphère extérieure de notre étoile sera si peu retenue par la gravitation que cela débutera comme une sorte d'évaporation. À travers des séries de sursauts cosmiques, elle va éjecter son enveloppe extérieure de gaz, qui ne sont que faiblement retenues par la gravitation. Les cartouches de gaz envoyées vers l'extérieur et illuminées par l'étoile centrale provoquent ce qu'on appelle un phénomène nébuleux. Ce sont de magnifiques obus de gaz qui brillent en entourant le noyau de notre étoile en train de mourir. Le noyau étant incapable de produire une autre fusion nucléaire, est-il possible de survivre à l'emprise destructrice de la gravitation? Quand une étoile de la taille du Soleil meurt, elle éjecte ses couches extérieures. Sans réaction nucléaire pour générer une pression extérieure, la gravitation l'emporte. L'étoile commence à tomber sur elle-même comme un grimpeur trop fatigué pour se retenir à sa corde. Il y a encore une possibilité pour le grimpeur trop fatigué pour tenir sa corde. Il peut trouver un rebord où s'asseoir. La gravitation pourra l'attirer tant qu'elle voudra, le rebord le soutiendra. Il n'aura aucune énergie à développer pour gagner son combat. Le Soleil est un exemple d'étoile qui peut trouver une porte de sortie dans son combat contre la gravitation. L'étoile en train de se contracter trouve un refuge surprenant, les électrons. Ce sont de petites particules atomiques chargées négativement. Les électrons n'aiment pas être comprimés. Ils restent très proches les uns des autres, mais ils ne s'aiment pas. Si vous comprimez assez fort des électrons, cette pression même est capable de soustraire l'étoile à la gravitation. Quand le noyau de notre étoile semblable au Soleil et qui est en train de mourir est écrasé sur un objet de la taille de la Terre, ce qu'on appelle la pression dégénérative de l'électron prend le dessus. La gravitation ne peut pas continuer à détruire l'étoile. Elle se refroidit doucement et prend la forme d'un étrange débris stellaire bizarre connu sous le nom de naine blanche. Ainsi en est-il de Sirius B, qu'on peut vaguement apercevoir à côté de sa compagne, Sirius, l'étoile la plus brillante de notre ciel. Une naine blanche est un type d'étoile très étrange. Elle est extrêmement dense. La naine blanche a une masse équivalente à 300 000 fois celle de la Terre, comprimée dans un volume de la taille de la Terre. Une cuillère à thé pleine de cette matière pèserait plusieurs tonnes. C'est quelque chose d'assez étonnant. Une naine blanche est l'étape finale dans la vie d'une étoile de type solaire. Mais elle n'est pas encore tout à fait morte. Elle continuera à briller pendant des milliards d'années en irradiant toute l'énergie accumulée au cours de sa vie. J'aime appeler les naines blanches des étoiles à la retraite. La lumière qu'elles diffusent est de l'énergie qu'elles ont accumulée pendant leur vie, pendant qu'elles fusionnaient les éléments légers en éléments lourds. C'est ce que le Soleil est en train de faire à l'heure actuelle. La naine blanche dépense ce qu'elle a épargné au cours de sa vie. C'est une étoile retraitée. C'est le destin du Soleil. Mais certaines naines blanches peuvent avoir un dernier baroud d'honneur grâce à un compagnon qui leur tend une main secourable. Car bien que le Soleil soit un solitaire cosmique, plus de la moitié des étoiles se déplacent dans la vie avec un compagnon. La plupart des étoiles font partie de systèmes binaires, ou parfois même multiples. Les couples qui sont proches ont parfois des destins différents de ceux des étoiles solitaires. Si une naine blanche est liée par la gravitation à une autre étoile, elle peut voler la nourriture de son compagnon. La petite naine blanche, qui a une forte densité, exerce une poussée gravitationnelle telle qu'elle va pouvoir siphonner le gaz hydrogène de l'autre.
En prenant de la matière auprès de sa compagne, l'étoile peut développer sa masse. Mais celle-ci peut ensuite atteindre une limite instable, 40% de plus que la masse de notre Soleil. À ce moment-là, la naine blanche connaît une catastrophe. Elle explose en un éclair aveuglant. Il se produit ce qu'on appelle un emballement thermonucléaire. Cette explosion gigantesque est connue sous le nom de supernova de type 1. Si le Soleil faisait cela, ce qui ne sera pas le cas, il s'éteindrait de façon assez douce. Mais nous aurions besoin d'une protection solaire d'un coefficient de plusieurs millions pour nous protéger de l'éclair aveuglant. À Berkeley, qui dépend de l'Université de Californie, l'astronome Alex Filippenko est l'un des meilleurs chasseurs de supernovas. Son équipe en a localisé plus de 600 au cours de la dernière décennie. C'est considérable, dans la mesure où il en apparaît peut-être 12 par siècle dans chaque galaxie. Traquer les supernovas est comme scruter un stade de football bondé avec des jumelles, dans l'espoir d'attraper l'unique personne susceptible de déclencher un flash à un moment précis. Si vous devez regarder un à un chaque spectateur, il va vous falloir beaucoup de temps pour trouver celui qui va prendre une photo au flash. Filippenko accroît ses chances en étendant sa recherche au-delà des étoiles, ou même des seules galaxies. Pour cela, il fait appel à un assistant à la technologie très avancée. Voilà un engin de recherche robotique qui explore les étoiles et les supernovas en train d'exploser. Il était programmé pour photographier plus de 1000 galaxies en une nuit. En une semaine, il prend des images de 7 à 8000 galaxies. Et il répète ce processus en comparant les nouvelles images aux précédentes. En général, il n'y a rien de neuf sur les nouvelles photos, mais parfois surgit une étoile. Une supernova disparaît. Et l'on remarque un point de lumière éclatant qui n'était pas là dans les anciennes images. Bien qu'une supernova soit très brillante, sa lumière visible ne représente que 1% d'1% de son énergie totale. 1/10 de toute l'énergie émise pendant son explosion colossale. Les supernovas de type 1A proviennent de naines blanches en train d'exploser. D'autres, connus sous le nom de supernova 2, indiquent la mort dramatique d'étoiles encore plus massives, 8 ou 10 fois plus massives que le Soleil. Contrairement à leurs cousines plus petites, quand les étoiles massives ont épuisé leur hydrogène, elles peuvent commencer à brûler d'autres éléments. Les cendres de chaque série de réactions nucléaires deviennent le combustible pour la prochaine, si bien que lorsqu'elle est proche de la fin, une étoile massive ressemble à un oignon, avec une couche extérieure de combustible originel, d'hydrogène, entourée de couches successives d'éléments de plus en plus lourds. Elle traverse la vie en transformant l'hydrogène en hélium, puis l'hélium en carbone et en oxygène, puis l'oxygène en néon et en magnésium, et ensuite en silicone et sulfure. Et ensuite vient le fer. L'étoile massive développe un noyau de fer. Mais la fusion du fer en éléments plus lourds n'apporte rien de bon à l'étoile. Elle ne garde pas la chaleur à l'intérieur, car la fusion du fer en éléments plus lourds requiert de l'énergie. Elle absorbe de l'énergie, elle n'en libère pas. Ainsi, ce noyau de fer se développe sans fusion, et il devient parfois instable. Quand sa taille atteint environ 1,5 fois celle du Soleil, il s'effondre. Et cet effondrement est violent. En 1,5 seconde, un noyau de la taille du Soleil est détruit en un objet de 15 km de diamètre. Pendant un moment, le noyau rebondit, se fracasse sur les couches extérieures de l'étoile et donne le coup d'envoi à une des explosions les plus massives de l'univers depuis le Big Bang. L'effondrement du noyau de fer disperse le reste de l'étoile au cours d'une explosion colossale.
C'est vraiment un événement stupéfiant, incroyable. Les spécialistes sont convaincus que les supernovas représentent bien plus qu'un light show spectaculaire. En fait, elles sont la source d'éléments lourds qui transforment tout autour de nous. Tout le fer que vous voyez dans cette fonderie vient d'étoiles qui ont fini en explosions gigantesques. Tout ce fer vient d'étoiles en train d'exploser. Et tous les éléments plus lourds que le fer sont faits, directement ou indirectement, d'étoiles explosées. Ces éléments ont été éjectés dans le cosmos au cours d'événements démesurés. En se dispersant dans l'univers, la matière issue de ces explosions a produit des planètes, des lunes, de nouvelles étoiles, et aussi quelque chose d'encore plus extraordinaire. Si vous pouviez remonter sur la trace de vos ancêtres jusqu'aux origines, vous trouveriez sur votre arbre généalogique une étoile en train d'exploser. Nous sommes essentiellement faits de matière d'étoiles ou de poussière d'étoiles, comme Carl Sagan aime à le dire. Les éléments de notre corps, plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, viennent d'étoiles mortes depuis longtemps. Le calcium de nos os, l'oxygène que nous respirons, le fer de nos os, de notre sang, le carbone dans la plupart de nos cellules, tout cela vient des étoiles. Il y a eu des réactions nucléaires, puis tout cela a été éjecté par la supernova. Et les éléments les plus lourds, le fer et ceux que je viens de citer, ont été produits par les explosions elles-mêmes, par la supernova. Tandis que l'explosion d'une supernova de type 2 inonde l'univers d'éléments lourds, le noyau d'une étoile en train d'exploser est gardé intact. C'est la gravitation qui va se charger de le détruire. Mais pour cela, même s'il est plus petit qu'une naine blanche, elle va devoir vaincre une force étrange, la pression de dégénérescence de l'électron. La gravitation trouve un moyen de combattre la tendance des électrons à se pousser à l'écart l'un de l'autre, en combinant les électrons avec les protons et en les transformant en neutrons. On a maintenant un objet qui est presque entièrement fait de neutrons et la gravitation l'emporte. Cela permet au système de s'effondrer plus loin, il n'y a plus d'électrons pour arrêter le processus et la gravitation semble gagner. Sauf que les neutrons ne s'aiment pas les uns les autres et on finit avec un nouvel objet stable, encore plus petit, encore plus dense, appelé l'étoile à neutrons. Comparées aux autres, les étoiles à neutrons sont des cailloux cosmiques. Elles peuvent mesurer moins de 15 km de diamètre. Imaginez que vous preniez une étoile qui fasse 1,5 fois la taille de notre Soleil. Ensuite, vous comprimez toute cette matière en un très petit espace, de la taille de Manhattan. Vous venez de fabriquer un neutron. En pressant cette masse dans un si petit espace, on constitue un objet extrêmement dense. Une cuillerée à thé de matière d'étoile à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes. Les étoiles à neutrons sont les objets les plus fous et les plus intéressants que les astronomes aient à étudier. Si un être humain se mettait debout sur l'une d'entre elles, il vivrait une expérience assez inconfortable. Si sur Terre il pèse 75 kg, sur une étoile à neutrons, il pèserait quelque chose comme 10 milliards de tonnes. Notre système biologique ne peut pas supporter une telle pression, et l'être humain serait aplati à la surface de l'étoile. De plus, les étoiles à neutrons tournent sur elles-mêmes à une vitesse incroyable, des centaines de fois par seconde dans certains cas. C'est ce tournoiement rapide qui a d'abord empêché les astronomes d'identifier les étoiles à neutrons. Certaines étoiles à neutrons tournoient très rapidement et elles possèdent un champ magnétique très important. Ce champ magnétique, lié aux forces du tourbillon, produit un faisceau de particules chargées, des électrons qui vont glisser sur l'axe du champ magnétique. Une fois en accélération, ils dégagent de la lumière et produisent un faisceau très précis. C'est comme un phare, dont le faisceau couvre tout le champ qui est autour de lui.
mais vous ne l'apercevez que lorsqu'il croise votre champ de vision. De la même façon, vous ne pouvez voir l'étoile à neutrons briller que lorsque son faisceau est dirigé vers vous. Cet objet est appelé pulsar.